Lorsqu'en 1821, le duc d'Orléans, le futur roi Louis-Philippe, hérite du château d'Eu, il devient le propriétaire d'un édifice doté d'un passé prestigieux. Pour se passionner d'histoire et d'architecture, c'est un terrain de jeu idéal. Les travaux de restauration qu'il va demander à son architecte Pierre-Léonard Fontaine vont mettre en valeur les personnages illustres qui ont laissé leur empreinte à eux. Le château va devenir le lieu de repos préféré du roi. Il s'y rend généralement chaque année, au mois d'août. Doté d'un vaste domaine qui comprend le parc mais aussi la forêt, le château domine également l'océan, ce qui se révèle être un atout appréciable à cette époque où les bains de mer deviennent à la mode. Ce sont d'ailleurs deux petits-fils de Louis-Philippe qui deviendront successivement propriétaires des lieux à la suite de leur grand-père. Tout en gardant l'allure générale, ils transformeront aussi le château et feront du monument ce que vous en voyez aujourd'hui. L'escalier d'honneur est une pièce d'apparat notamment grâce à son plafond, qui comprend les blasons de tous les comtes et comtesses d'Eu. Ce parti pris a été demandé par Louis-Philippe. Ce dernier est un passionné d'histoire et il souhaite que la nouvelle décoration du château garde l'empreinte des grands personnages qui ont fait le passé de sa résidence d'été. On peut notamment y reconnaître les armes des Guises, du duc de Penthièvre ou du dernier comte d'Eu mentionné, Louis-Philippe lui-même. L'escalier d'honneur ne court que jusqu'au premier étage, dit l'étage noble. Le portique a été conçu dans les années 1870 afin de faciliter la circulation entre le hall, que vous pouvez voir de l'autre côté de la grande porte vitrée, et les différents escaliers du château. À une extrémité, on pouvait rejoindre l'escalier d'honneur, devant lequel vous venez de passer. De l'autre côté se dressait l'escalier des invités, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette galerie est dotée de vitraux, laissant passer la lumière comme un portique traditionnel, qui est généralement ouvert vers l'extérieur. Les dessins des vitraux, conservés encore dans les collections du musée, ne sont donnés qu'en juillet 1879, lors des derniers séjours de Viollet-le-Duc àEu. L'architecte meurt en septembre de la même année et ne voit donc pas l'achèvement du projet qui sera mené à bien par le peintre verrier Eugène Stanislas Oudinot. Le petit salon, comme les pièces qui suivent, connaît de grandes modifications à travers les époques. C'est Louis-Philippe qui va demander que cette partie du château devienne un appartement. Elle abrite en effet des cuisines au début des années 1820. Louis-Philippe fait entièrement décorer les intérieurs par son architecte Pierre-Léonard Fontaine, en utilisant notamment les portraits ramenés par la grande mademoiselle au XVIIe siècle. Pour vous donner une idée de la décoration à cette époque, vous pouvez regarder cette aquarelle de Siméon Faure, représentant la chambre de la reine. Le petit salon fait partie d'une suite qui sera habitée par le duc et la duchesse d'Orléans. Fils aîné de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, était destiné à succéder à son père sur le trône de France, mais il trouve la mort à Neuilly, près de Paris, en 1842, en chutant de sa voiture dont les chevaux s'étaient emballés. Après l'abdication de Louis-Philippe en 1848, les tableaux qui ornaient le château sont enlevés. Le chantier mené plus tard par l'architecte Viollet-le-Duc aboutit à la décoration telle que vous la voyez aujourd'hui. Cette pièce devient, dans le dernier tiers du XIXe siècle, un study, en quelque sorte un bureau, un lieu de travail indispensable pour le comte de Paris, homme d'études, solidement instruit. Sur cette photographie de 1885, on voit bien l'énorme bureau du prince avoisinant celui de son épouse. Cependant, ces murs avaient accueilli quelques années auparavant une des invitées les plus illustres qu'ait jamais connu le château. C'est en effet ces appartements qui sont prêtés à la reine Victoria
et à son époux, le prince Albert, lorsqu'ils séjournent à eux en 1843. Le couple royal arrive le 2 septembre pour repartir le 7. Ces quelques jours sont l'occasion de visites, de balades en forêt et de concerts. Vous pouvez voir ainsi sur cette gravure le déjeuner organisé par Louis-Philippe le 6 septembre 1843 en forêt 2. Pendant tout le XIXe siècle, cette pièce est la chambre à coucher de l'appartement. On peut y remarquer au mur les motifs de fleurs créés par Viollet-le-Duc. Un détail d'un calorifère et ses dessins, pour certaines toiles du rez-de-chaussée, celles-ci, peintes au pochoir d'après les projets de l'architecte, sont fabriquées par la maison Bertrand Boulat de Nîmes. Après les appartements du duc et de la duchesse d'Orléans, vous pouvez voir au premier étage ceux où séjournait la sœur du roi Louis-Philippe, Madame Adélaïde. Cette dernière ne se maria jamais et resta toujours très proche de son frère qu'elle admirait. D'un caractère affirmé, elle resta pour lui un conseiller très utile. En 1843, on transforme des chambres de suite pour doter de salles de bain les 4 grands appartements que renferme le château. Avant cette date, tous les hôtes du château disposaient d'une table de toilette garnie dans leur chambre et pouvaient utiliser les baignoires du pavillon des bains. Sous vos yeux se trouve l'une des rares pièces du château à avoir conservé ses boiseries peintes au XVIIe siècle. La chambre dorée demeure en effet le seul témoignage des premiers appartements que la grande mademoiselle se soit fait aménager à eux. Les 3 premières lettres enlacées de son prénom, Anne, Marie, Louise, sont répétées sur les murs et le plafond. La grande mademoiselle est l'une des princesses les plus riches d'Europe. Elle achète le comté d'Eu en 1660. Cette ancienne galerie fut cloisonnée et transformée en office pour le comte de Paris dans le 3e quart du XIXe siècle. Reliée à la cuisine du sous-sol par l'escalier de service et un monte-plat, l'office permettait de dresser les plats, de servir la salle à manger, tout comme de laver et ranger de la vaisselle dans les armoires vitrées. L'office servait de transition entre les cuisines et la salle à manger de famille. L'ascenseur, à traction manuelle, trouve très probablement son origine dans un monte-charge commandé dans les années 1870 et transformé par la suite. Sur le chevalet, le portrait d'Auguste Marie-Jeanne de Baden-Baden, duchesse d'Orléans, vous observe. Il est l'un des 4 dessus de porte de cette salle, mise en place à la demande de Louis-Philippe. La toile reprend une peinture du XVIIIe siècle. La copie de tableaux anciens est très pratiquée à la demande de Louis-Philippe pour enrichir la décoration de ses demeures. Cependant, comme dans beaucoup d'autres endroits du château, le lieu où nous sommes a énormément changé entre le début et la fin du XIXe siècle. Les tableaux, insérés dans les boiseries, ont laissé la place à la suite de tapisseries du berger fidèle, issues des manufactures flamandes d'Oudenarde datant du XVIIIe siècle. Elles ont été mises en place lors des travaux de restauration des années 1870, tout comme l'énorme lustre en bronze doré. Comme la plupart des pièces du musée, le salon de famille doit la décoration de ses murs et de son plafond à l'architecte Viollet-le-Duc. Son parquet est issu des travaux entrepris à la demande de Louis-Philippe à partir des années 1820. Son ameublement, lui, est celui qui était en grande partie disposé dans cette pièce vers 1905, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale. Il évoque donc une ambiance qui est celle qu'ont connue le comte et la comtesse d'Eu. Le comte d'Eu est un petit-fils de Louis-Philippe parti en Amérique du Sud se marier en 1864 avec la fille de l'empereur du Brésil.
Le couple vit près de 25 ans dans ce pays avant d'être obligé de partir en exil en 1889. Après avoir habité près de Paris, ils achètent le château en 1905 et en financent la restauration, suite à l'incendie de 1902. Aujourd'hui, comme hier, le salon abrite plusieurs portraits de Pedro II, le père de la comtesse II. Il a régné sur le Brésil pendant près de 50 ans. Homme intelligent et cultivé, il connaissait près de 14 langues et il introduisit le chemin de fer, le téléphone et le timbre-poste dans son pays. Mort en exil à Paris en 1891, la France lui offrit des obsèques nationales. Les origines de la galerie de Guise remontent au XVIIe siècle. À cette époque, la grande mademoiselle dote le château d'une vaste collection de portraits de famille. L'ensemble est complété et réorganisé par Louis-Philippe au XIXe siècle, avec pour point d'orgue cette grande salle de réception. Les murs y sont couverts des portraits peints des membres les plus illustres de cette famille lorraine, l'une des plus puissantes de France au XVIe siècle. Henri, le troisième duc de Guise, est, rappelons-le, à l'origine de la construction du château d'Eu. Le décor disparaît lors de l'incendie du château en 1902. À cette époque, les tableaux avaient probablement été déjà retirés après le départ en Angleterre du comte de Paris en 1886. En 2001, la ville d'Eu, aidée par le Fonds national du patrimoine, l'État, le Conseil régional de Haute-Normandie et le Conseil départemental de Seine-Maritime, a pu racheter 141 portraits issus des anciennes collections du château d'Eu, dont la totalité de ceux de la galerie de Guise. Le chantier de restitution des décors a suivi. Le plafond de plus de 100 mètres carrés a été réalisé en 2001-2002 grâce à la générosité du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Les boiseries murales et les parquets de marqueterie ont été mis en place à partir de juin 2010 grâce à un partenariat liant la ville d'Eu, l'État, le Conseil régional de Haute-Normandie et le Conseil départemental de Seine-Maritime.